Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui on va parler d'un jeu à la thématique savoureuse puisqu'on va parler de champagne. Voici AOC, Age of Champagne. Dans cette vidéo vous trouverez les règles du jeu ainsi que mon avis sur celui-ci. Vous pouvez tout de suite noter qu'il s'agit d'un prototype puisque le jeu est actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter. Le matériel est donc susceptible d'évoluer. La boîte m'a été fournie par l'éditeur que je remercie. Age of Champagne est un jeu de Cyril Lefranc, Christophe Pouet et Franck Rhubarbe, illustré par Cyril Lefranc et édité par Holden Games. Il est conçu pour 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1h et 1h30 et une difficulté que j'estime sur BGG à 2,8 sur 5. Dans Age of Champagne, vous héritez d'un domaine viticole familial. Vous devrez donc produire du champagne depuis les vignes jusqu'aux bouteilles en passant par le pressoir, la cuverie, la cave et le no-tech. Vous devrez produire différents types de champagne pour répondre à la demande nationale mais aussi européenne et internationale. Et vous devrez bien sûr respecter les paramètres écologiques et composer avec des événements hors de votre contrôle. Age of Champagne est joué en 10 manches. Au cours d'une manche, vous allez révéler un événement qui affectera l'ensemble des joueurs, puis ensuite, les joueurs vont placer à tour de rôle leurs ouvriers sur les emplacements d'action du plateau. Une fois que tous les joueurs ont placé leurs ouvriers, on résoudra ces différentes actions dans l'ordre indiqué sur le plateau, et on terminera la manche par une phase commune de vendange. La fin de la partie est représentée à cet endroit sur le plateau, vous avez un scoring de fin, et bien sûr, à la fin de la partie, le joueur ou la joueuse avec le plus de points l'emporte. Une fois la mise en place réalisée, chaque joueur va recevoir 3 cartes héritage, qui représentent en fait vos bonus de départ pour la partie. Ces cartes seront draftées, et une fois que vous avez récupéré vos 3 cartes, vous allez simplement récupérer les bonus associés. Donc certaines cartes vont vous offrir des vignobles de départ, d'autres vont vous offrir une augmentation de votre capacité de pressoir, on va bien sûr voir tout ça après, et ensuite d'autres encore vous permettront d'obtenir de nouveaux modules de cuverie, ainsi que des bonus associés. Enfin, les étoiles que vous trouvez tout en bas des cartes représentent quel joueur sera désigné premier joueur. Celui qui possède le plus d'étoiles commencera la partie. Au début d'une manche, vous allez donc retourner un nouvel événement qui affectera l'ensemble des joueurs à table. Il peut s'agir d'effets instantanés ou d'effets permanents. Ici par exemple, chute des ventes, on voit que les ventes mondiales perdent 2 points de victoire au moment où elles sont réalisées lors de cette manche. Voilà. Également, ce système d'événements sert de compte-tour, c'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez au 10e événement, vous savez que vous jouez la dernière manche, et donc une fois qu'il n'y a plus d'événements, la partie est terminée. Ensuite débute la phase de placement des pions collaborateurs. Donc, ce sont ces petits pions justement qui vont vous servir à réaliser des actions. Donc en commençant par le premier joueur et dans l'ordre du tour, chaque joueur va pouvoir placer un de ses pions collaborateurs sur un emplacement d'action de son choix. Alors vous pouvez noter tout de suite que les bonus de placement ne seront résolus qu'au moment où on résoudra, donc on retirera les pions collaborateurs du plateau. Vous allez vous placer jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé leurs 3 pions collaborateurs sur le plateau, et ensuite donc on va pouvoir commencer la phase de résolution des actions. À partir de là, les actions vont être résolues dans l'ordre indiqué sur le plateau, donc en suivant les petits numéros. Vous pouvez noter que chaque action sur laquelle des joueurs sont placés peut être résolue simultanément par l'ensemble des joueurs placés. Donc ici, par exemple, la capacité de pressoir, tous les joueurs peuvent résoudre cette action en même temps. Il y a une seule exception à ça, c'est l'action numéro 5, ici, qui représente les ventes, où ici, l'ordre du tour aura un impact plus important. On commence par la première action, c'est la case numéro 1, c'est-à-dire acquérir un vignoble. Lorsque vous êtes placé sur une de ces cartes vignobles, vous allez au moment de la résolution simplement récupérer votre pion collaborateur et récupérer la carte vignoble correspondante que vous allez placer au-dessus de votre plateau en face de la couleur correspondante. Ici, j'ai récupéré un vignoble qui fait partie de la côte des Blancs et donc je vais le placer dans cette colonne-là. Vous pouvez d'ailleurs noter que vous avez en face de chaque colonne le nombre de cartes qui correspondent à ce type de vignoble à l'intérieur du paquet de vignoble et le nombre de cubes et leurs couleurs que vous allez pouvoir récupérer par rapport à ces cartes vignobles.
Enfin, certaines cartes sont des jokers, donc elles sont colorées avec toutes les couleurs. Au moment de récupérer une telle carte, vous allez pouvoir la placer sur n'importe quelle colonne, donc la colonne de votre choix, et elle comptera dans cette colonne pour les majorités qu'on verra à la fin de la partie. La deuxième action correspond à l'action de construire un pressoir. Donc, sur ces cases d'action, vous avez 4 bonus de placement différents, donc ils se comprennent assez facilement. Ici, on récupère un point de victoire, ici un point, donc une progression sur la piste d'écologie. Ici, c'est l'inverse, on perd un point sur la piste d'écologie, donc pour le dernier qui viendra s'y placer très probablement. Et ici, on a un système qui fonctionne en collaboration avec l'action 3. Si un joueur arrive à placer 2 de ses collaborateurs sur ces 2 emplacements, il récupère un de ses petits jetons bonus. Cette action, au moment de retirer votre collaborateur, vous offre donc le bonus de placement indiqué et va vous permettre d'augmenter votre capacité de pressoir d'un cran. Donc vous allez simplement faire progresser votre marqueur d'un cran et éventuellement obtenir les bonus associés si vous progressez dans les 4 dernières cases. La troisième action correspond à l'installation d'un nouveau module de cuverie. Vous avez le même système de bonus de placement que sur l'action de construire un pressoir, avec cette action qui fonctionne en binôme avec le pressoir, et au moment de retirer votre pion collaborateur, vous allez donc soit ajouter un nouveau module de cuverie, si vous n'avez encore pas les 4 modules, soit retourner un module de cuverie niveau 1, une fois que vous avez les 4 construits, donc, pour obtenir un module de cuverie niveau 2, ce qui va doubler la capacité de cuverie, en plus de vous offrir un point sur la piste de bonus écologique. L'action numéro 4 est l'action de stratégie marketing. Elle est jouée en 2 temps. Au moment de la résolution, donc il n'y a pas de bonus de placement sur ces cases, au moment de la résolution, si votre collaborateur se trouve sur l'emplacement de gauche, vous allez pouvoir déplacer jusqu'à 3-20 depuis votre cave jusqu'à votre no-tech. Donc le no-tech, c'est cette partie-là, justement, qui est avec un petit cadenas. Donc jusqu'à 3 cubes depuis ces emplacements de cave, jusqu'à le no-tech. Donc ça suppose bien sûr que vous ayez des 20 en cave. Et ensuite, vous allez simplement déplacer votre collaborateur vers l'emplacement de droite. Maintenant, la deuxième fois qu'on va résoudre cette action, donc votre ouvrier va rester ici pendant un tour, la deuxième fois qu'on va résoudre cette action, si votre ouvrier est sur l'emplacement de droite, cette fois-ci vous allez simplement déplacer les 20 qui se trouvent dans le no-tech vers votre tableau marketing, en respectant bien sûr la couleur du cube avec la bonne colonne, et donc ça va vous permettre d'augmenter les points que vous allez gagner au moment de la vente. On y arrive justement, la case de vente qui est la suivante. Cinquième action, c'est justement l'action de vente ou l'expédition vers les différents marchés. Donc ici, on a une importance de l'ordre du tour, c'est-à-dire qu'on va résoudre cette action joueur par joueur, puisque bien sûr, il va y avoir une importance sur quelles cartes seront disponibles et pour qui. Donc, au niveau des bonus de placement de cette action, on trouve le traditionnel 1 point de victoire, 1 point d'éco-responsabilité, et on a 2 bonus qui sont un petit peu différents ici en bas, on va les voir tout de suite. Les 2 emplacements ici en haut, alors je vous le dis tout de suite, sur la version définitive, ce sera inversé, ce sera en bas parce que c'était plus logique. Ces 2 emplacements vous permettent de réaliser au maximum 2 contrats d'expédition, donc de récupérer 2 cartes et de répondre en fait à 2 contrats. Parmi les 3 cartes qui se trouvent dans la ligne du bas. Ça c'est très important. Les 2 autres emplacements qui se trouvent ici vous permettent de réaliser un seul contrat. Par contre, vous avez le choix entre l'intégralité des contrats disponibles, donc les 6 contrats, tous ceux du bas, plus ceux de la ligne du haut. Les 2 bonus de placement qui se trouvent en bas correspondent à ce petit ici avec une petite main levée, un 1, correspond en fait au joueur qui va jouer en premier. Donc le joueur qui se place ici résoudra l'action en premier et aura le choix de réaliser un contrat parmi les 6. Et ce bonus ici vous permet en fait de réaliser un contrat avec un cube de moins. Donc ça signifie simplement que sur ce contrat parisien par exemple, eh bien je pourrais ne payer qu'un seul cube bleu pour le réaliser. Alors bien sûr avec en contrepartie le fait que le cube que je ne paye pas me fait perdre les points correspondant à sa valeur qui se trouve ici au-dessus. Donc là, en l'occurrence, au lieu d'avoir 2 points, je n'aurai qu'un seul point puisque je ne paierai qu'un seul cube bleu.
Voilà. Donc ce tableau-là sera résolu dans cet ordre, donc d'abord le joueur qui s'est placé ici sur la case premier joueur, et ensuite tous les autres joueurs le résoudront dans l'ordre du tour. Résoudre un contrat d'expédition, comment ça se passe? On va regarder ça sur un exemple. Mon collaborateur est placé sur l'emplacement numéro 1, c'est donc moi qui résoudrai l'action en premier, et j'ai le choix parmi les 6 contrats disponibles. Donc je vais regarder ce qui est disponible à l'intérieur de ma cave. Ici je vois que j'ai 2 vins bleus, donc 2 traditions brutes, un blanc de noir et 2 blancs de blanc. Je vais donc pouvoir faire en adéquation entre les cubes demandés par les contrats et les cubes qui sont dans ma cave. Donc là je pourrais réaliser quasiment tous les contrats, alors à l'exception de celui-ci qui demanderait 2 cubes noirs. Je pourrais me tourner par exemple vers ce contrat pour l'international vers l'Australie, mais vous vous souvenez, au début de la manche, on a retourné l'événement chute des ventes qui me ferait perdre 2 points sur les ventes internationales, donc ça m'intéresse un petit peu moins. Je vais plutôt me tourner vers ce contrat pour l'Italie, qui me demande 2 cubes bleus et 1 cube noir, donc je vais simplement les payer à la réserve, et ensuite je vais en appliquer tous les effets. Donc, en Italie, je vais d'abord m'intéresser au mode de transport qui se trouve en haut de la carte. En fonction du mode de transport, vous allez perdre éventuellement des points sur le bonus d'éco-responsabilité. Donc ici, on passe par le bateau, il n'y a pas d'impact, ça me fait perdre 0 points. La remise en main propre fait également perdre 0 points. En revanche, dès qu'on utilise un camion, on descend de 1 cran sur la piste d'éco-responsabilité, et l'avion, bien sûr, de 2 crans, c'est le plus polluant. Ensuite, on va s'intéresser donc au cube que j'ai livré, donc là j'ai livré la totalité. Je vais donc récupérer 4 points de victoire, et le plus ici correspond en fait à ce qui se trouve dans votre tableau marketing. Vous vous souvenez, c'est l'action numéro 4 qu'on a vu juste avant. Le tableau marketing va en fait vous permettre d'obtenir des points supplémentaires pour chaque cube de la couleur correspondante qui a été livré. Alors là, en l'occurrence, je livre un contrat avec du bleu et du noir et non du jaune, et dans mon tableau marketing, je n'ai des bonus que pour les cubes jaunes, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave, j'aurai l'occasion de le faire un petit peu plus tard. En tout cas, voilà. Pour chaque cube livré, vous ajoutez la valeur présente dans votre tableau marketing. Vous pouvez ensuite récupérer la carte et noter que également sur ces 3 emplacements du bas, vous avez des petits jetons bonus qui sont associés. Ça signifie simplement que tous les joueurs qui vont récupérer en premier ces contrats du bas vont pouvoir récupérer un jeton bonus dans la colonne correspondante ici. Comme je suis le premier à réaliser un de ces contrats du bas, il y a 3 jetons en bas de chaque colonne, donc là j'ai le choix. Parmi ces 3 jetons, je vais pouvoir récupérer celui de mon choix. Ça vous permet, en fait, ça incite un petit peu les joueurs à venir chercher en premier ces contrats d'expédition. Une fois que j'ai réalisé toutes ces opérations, je vais simplement compléter la ligne du bas avec une nouvelle carte, et ce sera au joueur suivant dans l'ordre de résolution de cette action d'expédition. On arrive enfin à l'action numéro 6, l'action de tirage des vins. Cette action présente donc des bonus de placement qui ressemblent un petit peu aux autres. Le plus 1 point de victoire, celui-ci est neutre. Ici, -1 sur la piste d'éco-responsabilité et 1 point de victoire de perdu. Le tirage des vins va vous permettre de faire passer des vins depuis votre cuverie vers votre cave, en respectant les règles d'assemblage qui sont présentes sur la petite carte d'aide de jeu que vous trouvez ici. Ces règles d'assemblage correspondent en fait à comment est-ce que vous allez assembler des vins clairs, donc ce que vous avez récupéré depuis vos vignes, qui se trouvent dans vos modules de cuverie, vers la partie cave, justement, qui va vous permettre ensuite d'exporter ces vins. Donc vous notez déjà que les 2 étapes sont inversées, ce qui veut dire que vous allez d'abord devoir tirer vos vins pour pouvoir ensuite les expédier lors d'une prochaine manche. Les règles d'assemblage, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que pour obtenir un cube de tradition brute, donc un cube bleu en cave, il vous faut un cube bleu et 2 cubes de la couleur de votre choix. Pour obtenir un blanc de noir, il vous faut au minimum 2 cubes noirs et un cube noir ou un cube bleu. Et enfin, pour obtenir un blanc de blanc, là c'est le plus pur, il vous faut impérativement 3 cubes jaunes pour obtenir un cube jaune en cave. Donc si on fait un petit exemple, ici dans mon cas, je pourrais obtenir un cube de tradition brute, donc un cube bleu et un cube bleu, et donc j'amène un cube dans ma cave et le reste est défaussé. Notez que vous avez toujours la possibilité de transformer 2 cubes de vin clair, donc à l'intérieur de vos modules de cuverie,
en un cube d'une autre couleur, ça c'est toujours possible, au prix de 1 point de victoire que vous devez perdre, et au prix d'un cube bien sûr, puisque vous transformez 2 cubes en un cube. Une fois que l'ensemble des joueurs a réalisé toutes les actions de 1 jusqu'à 6, alors on va passer à la phase numéro 7 qui correspond en fait aux vendanges. Vous allez partir de vos vignes, donc ici, dans mes vignes, on voit que j'ai 3 cubes bleus, 3 cubes de pinot meunier, et 3 cubes jaunes, 3 cubes de chardonnay. Vous allez ensuite faire passer tout ça dans votre module de pressoir. Donc ici, je vois que ma capacité de pressoir, elle n'est qu'à 5 pour 6 cubes, ce qui veut dire que je vais donc déjà perdre un cube à ce niveau-là. Donc je vais choisir de garder les 3 cubes de chardonnay et de perdre un cube simplement de pinot meunier. Ensuite, une fois que vous êtes passé dans votre pressoir, vous arrivez à l'intérieur de la cuverie, et donc là vous avez à nouveau un système de limite, puisque bien sûr vous ne pouvez pas stocker plus que ce que vous récupérez, que ce que vous avez de disponible, comme capacité de cuverie. Donc ici j'ai largement la place, mais par exemple, si je n'avais eu qu'un seul module, eh bien je n'aurais pas pu placer 2 des cubes qui seraient arrivés jusque-là, donc j'aurais pu choisir par exemple de faire 2 plus 1, selon mes choix, mais voilà, vous êtes doublement limité, une première fois par la capacité de pressoir, et une seconde fois par la place dans vos modules de cuverie. Dernière étape avant de passer à la manche suivante, toutes les cartes vignobles de la ligne du bas qui n'auraient pas été sélectionnées par les joueurs sont défaussées, mises de côté, et on en révèle. Donc on descend simplement les cartes qui étaient révélées sur les emplacements du haut, et on révèle les nouveaux vignobles qui viendront rejoindre l'offre au cours de la manche suivante. Vous pouvez ensuite commencer une nouvelle manche en révélant un nouvel événement, et ainsi de suite. Et donc une fois que vous avez révélé le 10e événement, se joue la dernière manche du jeu. À la fin de cette manche aura lieu un décompte final qui est représenté sur la droite ici. Vous allez commencer par obtenir 5 points de victoire pour chaque série de 5 vignes différentes. Donc vous allez compter combien de fois vous avez une série avec les 5 types de vignes différents, et pour chaque série 5 points de victoire. Ensuite, un système de majorité pour chaque type de vigne va se mettre en place, donc vous allez regarder quel joueur possède la majorité de cartes dans les différents vignobles. S'il y a une égalité au niveau de la majorité de cartes, c'est le nombre de cubes qui sont produits. S'il y a encore une égalité, dans ce cas-là, les joueurs se partagent les 4 points, et donc vous faites ça pour chacun des types de vignes. Ensuite, pour les cubes qui restent à l'intérieur de votre cave, par pack de 3, vous allez obtenir 4 points, donc ici ça me ferait 4 points de victoire. À l'intérieur de vos modules de cuverie, 1 point pour chaque 6 cubes, donc ici, alors j'arrive aux portes, j'ai 5 cubes, donc là malheureusement ça ne me ferait aucun point. Et enfin, vous allez compter les points sur la piste d'éco-responsabilité en fonction de la position de votre marqueur. Ici, je perdrai 1 point de victoire. Tout ça vous donne un résultat final, bien entendu, et le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire l'emporte. Et en cas d'égalité, c'est le bonus d'éco-responsabilité qui tranche, donc le joueur qui se trouve le plus haut sur la piste d'éco-responsabilité qui gagne. J'en ai terminé pour les règles de Age of Champagne, j'espère avoir été le plus clair possible, comme d'habitude. Bon, vous avez vu, c'est une règle qui est quand même assez courte, j'espère que vous aurez réussi à suivre. On va maintenant passer à ce que j'ai pensé du jeu dans sa globalité. On commence par le gameplay, bien sûr, et sur l'ensemble, je vais vous dire que c'est un jeu qui m'a plutôt convaincu, parce que on est dans un jeu qui est hyper thématique et hyper cohérent, donc c'est sa force. On en parlera bien sûr pendant le point thématique illustration, mais par contre, je trouve que il devient très accessible grâce à cette thématique, parce que tout ce qu'on fait dans le jeu a beaucoup de sens. Et donc, ça aide énormément à apprendre les règles, ça va relativement vite, et donc ça paraît assez logique en fait ce qu'on fait. Pour moi, c'est vraiment, c'est tout bon, puisque on va exactement dans la direction que j'encourage au maximum dans les jeux de société, c'est-à-dire suivre la thématique pour arriver aux mécaniques de jeu, et donc là, on est vraiment, on est exactement dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment un super point positif, j'aime beaucoup. Ensuite, on peut parler des phases de jeu, donc elles sont très simples, il n'y en a pas énormément, on va faire 10 manches au total, et à chaque fois on va répéter les mêmes effets, on va placer nos ouvriers, on va les résoudre, on place les ouvriers, on les résout. En plus, on a 3 ouvriers à chaque tour, ce pour tous les joueurs, c'est quelque chose de fixe, ça bouge pas, alors sauf si vous en laissez un pour la stratégie marketing, mais sinon vous n'obtenez pas d'ouvriers supplémentaires, donc vous ne vous retrouvez pas avec une tonne d'actions à réaliser, donc ça c'est bien, c'est carré, c'est propre, je trouve que ça rend le jeu encore plus accessible, donc ça va vraiment dans le sens voulu par l'éditeur.
Le pendant un petit peu de tout ça au niveau du gameplay, c'est que le jeu manque un petit peu de profondeur à mon goût. Donc on est sur du léger, on est sur 2,8 sur 5 sur BGG. Pour moi, c'est un petit peu trop léger. Il manque des choix, en fait, des vrais choix impactants pour le reste de la partie, et il manque aussi de la tension. D'une manière générale, je trouve que c'est un petit peu léger en termes de tension. Il n'y a pas énormément d'endroits où c'est vraiment très compliqué d'aller se placer, où on n'est pas vraiment dans des situations catastrophiques, entre guillemets. Encore une fois, c'est voulu par l'éditeur parce qu'on est dans un jeu plutôt initié, voire carrément sur des gens qui sont pas forcément familiers avec le milieu du jeu de société, donc des gens qui aiment le champagne et ou qui aiment leur région et du coup qui iraient sur ce jeu-là. En tout cas, voilà, en termes pour un point de vue de joueur plutôt expert, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu trop léger et que c'est pas assez tendu, et notamment quand on joue à 2 ou 3 joueurs, donc pour moi c'est un jeu qui est fait pour 4 joueurs. À 2 ou 3 joueurs, il y a des emplacements qui vont être un petit peu bloqués sur le plateau. Ça reste très léger, en plus c'est une variante, ça reste trop léger à mon goût. Voilà, la direction de l'éditeur est vraiment, on va vers plus d'accessibilité, donc ça respecte cette décision-là. Il n'empêche que j'aurais quand même souhaité un petit peu plus de tension et un petit peu plus de profondeur. Voilà, c'est en partie pour ça que je suis pas complètement la cible du jeu, mais quand même, c'est très agréable à jouer. J'ajouterai juste une dernière chose sur le gameplay, c'est que, à mon sens, il y a un tout petit peu de répétition des actions, donc on joue pendant 10 manches complètes, et je trouve que les 2 dernières manches, on pourrait s'en passer. En fait, on a bien compris le fonctionnement du jeu au bout d'un moment. La séquence est toujours la même, et donc je pense qu'on n'a pas besoin fondamentalement de jouer les 2 dernières manches parce qu'on a déjà réalisé beaucoup de choses. Ça permettrait d'augmenter justement la tension, et moi je m'y retrouverai un petit peu plus, et je trouve que le jeu tire un tout petit peu en longueur sur les 2 dernières manches. Vraiment, elles sont pas nécessaires. C'est du chipotage, et encore une fois, c'est un point de vue d'un joueur expert. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais vous avez mon avis comme ça. On passe au matériel du jeu. Alors le matériel, pour le moment, bien sûr, n'est pas définitif, donc ce que vous avez vu dans la vidéo va un petit peu évoluer, ça a déjà un petit peu changé par rapport à ce qui est présent dans la campagne Kickstarter. Ce qui est annoncé, c'est des plateaux double couche, c'est des pions joueurs qui seront en forme de bouchon comme ça, donc pas imprimés à l'imprimante 3D, je pense pas, mais voilà, donc ça c'est pour la version collector sur Kickstarter, ce sera pas présent dans la version boutique. On a aussi bien sûr plein de petits cubes en bois, donc d'une manière générale, c'est quand même assez qualitatif. On peut pas vraiment parler d'une version deluxe parce que la seule différence en fait avec la version retail, c'est justement ces petits jetons, ces petits pions bouchons qui sont les pions d'action des joueurs, mais quand même on a du matériel qui est globalement de bonne qualité et en quantité suffisante. Moi je trouve qu'au niveau du matériel on s'y retrouve bien, c'est très agréable. Petit point à noter quand même au niveau du matériel, et que j'aurais bien voulu voir dans la campagne Kickstarter, c'est une solution de rangement. En l'occurrence, on n'a pas vraiment de solution de rangement, on aura des petits sachets zip, et c'est à peu près tout. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien voulu qu'on ait des petites boîtes pour ranger déjà ne serait-ce que les petits cubes, alors parce que ça, ce sera pas fourni du coup, peut-être que des fichiers d'impression 3D pour réaliser ces petits paniers seront fournis, mais en tout cas, l'idée c'est que j'aurais voulu, pour ça, des petites boîtes, même des petites boîtes en papier ou en ce qu'on veut, mais ça aurait été chouette. J'ai pas l'impression que ce soit tout à fait prévu dans la campagne Kickstarter. C'est encore susceptible d'évoluer bien sûr, mais en tout cas, aux dernières nouvelles, c'était pas le cas. Moi j'aime bien quand il y a des solutions de rangement, et notamment dans des produits qui arrivent de Kickstarter, c'est toujours quand même beaucoup plus agréable pour le ranger après la partie, et même pour le mettre en place, ça va plus vite et c'est mieux. Pensez aux solutions de rangement s'il vous plaît, messieurs, dames les éditeurs. Enfin, au niveau du matériel, vous pouvez noter que le plateau principal sera double face, et donc vous aurez une face simplifiée au verso. Alors bon, j'aurais préféré qu'il y ait une face 2 joueurs ou une face, je sais pas, avec un autre artwork ou ce qu'on veut. Bon, déjà on exploite les 2 côtés du plateau, c'est très bien, et on va toujours vers, dans la direction plus d'accessibilité, donc on respecte la direction éditoriale, c'est très bien. On arrive sur la meilleure partie du jeu, bien sûr, la partie thématique et illustration. Alors on va commencer par la partie thématique. Thématiquement, le jeu est vraiment extra. Sur les 2 aspects, c'est-à-dire que à la fois dans la thématique, donc dans est-ce qu'on ressent qu'on est vraiment en train de produire du champagne et de faire les vendanges et tout ça, je trouve que
on le ressent justement, et que, alors pendant les premiers tours, hein, on n'exagère rien, pendant toute la partie ce serait un petit peu abusé. D'ailleurs vous avez remarqué, j'ai parlé à un moment donné de cubes de couleurs et non plus de cépages, donc au bout d'un moment ça s'estompe bien sûr, mais c'est quand même hyper plaisant au moment de la lecture des règles d'apprendre que on va travailler avec différents cépages, qu'on va faire des assemblages et tout ça. Donc moi je trouve qu'on y est thématiquement, on est bien immergé. Et ensuite par contre au niveau de la cohérence, là on a vraiment quelque chose de parfait, je trouve. Enfin, il y a vraiment pas grand chose à redire. La séquence va dans le bon ordre. On a bien sûr la partie vendange qui est doublement limitée comme ça se passerait en vrai. L'assemblage entre les vins clairs et les vins finaux qu'on mettra dans notre cave, les différents endroits, le nom des lieux, enfin le nom des vignobles. Enfin moi tout ça, je trouve que c'est extra. Pareil, le bonus d'éco-responsabilité avec les modes de transport. Je trouve que c'est vraiment extrêmement bien pensé, et c'est la grande force du jeu, c'est justement sa thématique très très bien implémentée et très agréable à jouer. Je trouve que c'est raffiné, enfin voilà, au niveau de la thématique, moi je suis complètement conquis, j'adore. On parle maintenant des illustrations. Alors les illustrations, vous avez vu, c'est très sobre. C'est très foncé déjà, le plateau principal est tout noir, la boîte est noire. En fait, on reprend le concept ici des ardoises qui sont présentes dans les caves de champagne pour écrire justement quelle cuvée ça représente, ou quelle année, quelle millésime. Enfin, je sais pas exactement ce qui s'écrit dessus, mais en tout cas, voilà, c'est à l'intérieur des caves de champagne, on trouve énormément ce système d'ardoises écrites à la craie par-dessus. Donc on exploite à fond cette idée. Je ne sais pas si ça va convaincre le plus grand nombre. Moi, je trouve ça assez élégant, assez sobre. Ça me pose pas trop de problèmes. J'aime bien que le plateau soit sur fond noir. Ça rend le tout très lisible. Du blanc sur du noir, c'est toujours très, ça ressort énormément, je trouve. Et par contre, voilà, en termes de fun, on n'y est pas complètement, quoi. Hein, on aurait peut-être pu avoir quelque chose d'un peu plus chiadé, notamment au niveau de la boîte. En fait, ça aurait pu être intéressant. On se posait la question la dernière fois dans une boutique de jeux. Est-ce que le jeu va vraiment faire la différence et va vraiment attirer l'œil plus qu'un autre? Je suis pas certain. Avec une couverture comme ça, vraiment très très foncée, même si ça respecte thématiquement, bon voilà, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus coloré certainement, et un peu plus attirant visuellement. En tout cas, toujours est-il que on a quelque chose de très lisible et de très efficace au niveau du plateau, comme des cartes, comme des plateaux joueurs. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Je préfère toujours la lisibilité à quelque chose de trop chargé, joli mais pas lisible. Au niveau de l'iconographie, on peut dire que c'est quand même assez clair. D'une manière générale, sur les actions, sur le plateau joueur, c'est relativement clair. Il y a éventuellement ces petits jetons bonus. Alors là, je prends le mauvais exemple parce que j'ai 2 points de victoire. Voilà. Ici, par exemple, ça, qu'est-ce que ça signifie? On ne sait pas vraiment. On est obligé d'aller faire quelques petites recherches dans le livre de règles, mais bon, tout est centralisé sur une même page, donc ça ne prend pas énormément de temps. Voilà. Je pense que dans l'ensemble, c'est quand même vraiment réussi, en tout cas au niveau des illustrations. Moi, ça me plaît bien, et au niveau de la lisibilité, on y est complètement. Donc ça, c'est positif. On arrive sur la partie interaction. Interaction qui est quand même dans le jeu, je vous le dis tout de suite, relativement faible, voire très faible. On est sur un placement d'ouvriers. On a bien sûr un système un petit peu de blocage de cases. Alors là, on peut pas vraiment parler de blocage parce qu'en fait, il y a quasiment 4 cases sur tous les emplacements d'action. L'idée, c'est que en fait, ça va se jouer par rapport au bonus de placement. Bon, c'est pas une très grosse tension, c'est, comme je disais au début, hein, c'est d'une manière générale, c'est assez lâche. Ça l'est encore plus à 3 et encore plus à 2 joueurs. Je pense qu'à 2 joueurs, on joue vraiment chacun dans notre coin, et il y a quasiment aucune interaction. Il y en a un petit peu sur le marché parce que on va pouvoir livrer un contrat qui était voulu par l'autre, un petit peu sur les vignobles, mais c'est quand même très léger, très indirect. Voilà, moi j'aurais voulu plus d'interaction, bien sûr, comme je veux toujours, hein, mais bon, on respecte toujours cette direction éditoriale vers quelque chose de plus accessible et de certainement pas punitif, évidemment. Donc là, on est dans de l'interaction très légère. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette partie interaction. C'est du léger, c'est du light, mais ça respecte le souhait des auteurs et de l'éditeur. On arrive sur la partie rejouabilité. Alors,
la rejouabilité dans l'ensemble est pas extrêmement élevée. Alors, on va quand même en faire quelques parties parce qu'on a envie de voir un petit peu dans quel ordre on pourrait aller, est-ce qu'il vaut mieux vendre tout de suite, vendre un petit peu plus tard, est-ce qu'on peut se permettre de faire vraiment une offre marketing très très remplie pour obtenir des gros points, mais par contre ça va nous prendre beaucoup de temps en amont. Voilà, il y a quelques parties à réaliser du jeu, il y a surtout des parties découvertes à faire avec des joueurs qui sont pas forcément des très gros joueurs ou même qui connaissent pas forcément le milieu de jeu de société mais qui aiment bien le champagne. Donc ça voilà, c'est un petit peu on est toujours dans cette direction éditeur. Par contre voilà, au niveau de alors des interactions, on a dit que c'était relativement faible, donc c'est pas les différents joueurs qui vont faire vos parties. Et puis au niveau de la variabilité matérielle, on a bien sûr des cartes de vignoble, on a des cartes de vente, des cartes de contrat, des cartes d'événements. Voilà, c'est pas non plus en nombre incalculable et il n'y a pas une variation gigantesque sur toutes les cartes. Bon, ça reste assez léger, mais c'est suffisant, je pense, pour en faire quelques parties et surtout pour le faire découvrir à d'autres joueurs. Je pense vraiment que le moment de la découverte du jeu avec le thème et l'implémentation qu'ils en ont fait, pour moi c'est le meilleur moment de la partie, c'est ce que je préfère, ça c'est sûr. Voilà, j'en ai terminé pour ce que j'ai pensé du jeu, j'espère que ça vous a convaincu. En tout cas moi, par le jeu, je suis convaincu grâce notamment à la corde sensible du thème, bien sûr, vous savez que c'est important pour moi. Je pense que je suis pas complètement la cible du jeu, il s'adressera à des joueurs qui sont plus casual, voire carrément débutants, mais qui apprécient le milieu, l'univers en fait qui est proposé par le jeu. Donc voilà, je pense que c'est un jeu qui s'adresse à des gens qui sont pas forcément des joueurs experts, ou alors des joueurs experts qui apprécient la thématique dans un jeu, encore plus quand on parle de champagne bien sûr. Le jeu devrait être en financement participatif encore quand la vidéo sortira, je l'espère en tout cas, non, c'est sûr. Il le sera encore pour au moins quelques jours, et ensuite il devrait être disponible en boutique. La livraison du Kickstarter va se faire très rapidement puisqu'elle devrait intervenir avant Noël, alors je souhaite de tout cœur aux auteurs-éditeurs que ce soit le cas, et bien sûr à tous les backers. Le lien de la campagne Kickstarter sera bien sûr dans la description. Et moi j'en ai terminé pour cette vidéo sur Age of Champagne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.